Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bienvenue à tout le monde pour cette deuxième saison de Startup, le rendez-vous des entrepreneurs et des entrepreneuses en direct tous les mercredis entre 12h30 et 13h sur Décideur TV et Madines. Le concept de l'émission reste le même. Vous pouvez poser vos questions à tout moment via le chat à côté de cette vidéo à nos invités du jour qui ont comme point commun d'être sur un marché en plein essor et donc forcément qui doivent jouer des coudes face à de multiples concurrents. Nous avons donc intitulé cette émission « Comment faire sa place sur un marché très concurrentiel ?» Vincent Ricordo, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le cofondateur de KissKissBankBank, qui est une plateforme de financement participatif, de crowdfunding comme on dit en anglais. Alors en quelques mots, vous allez nous dire, c'est du financement de projets par des particuliers, c'est ça? Une plateforme de financement participatif, ce sont des plateformes où ce sont les particuliers qui financent les projets d'autres particuliers, soit sous forme de dons, soit sous forme de prêts. Voilà, on va voir des images à l'écran du site. Alors pour donner quelques chiffres, vous revendiquez avoir collecté depuis le lancement du site en mars 2010 8 millions d'euros, 4250 projets ont été référencés et plus d'1 sur 2 a été financé. Oui, presque 60%. Ouais. Voilà. Et je présente également votre ouvrage qu'on va voir à l'écran. Crowdfunding, le financement participatif bouscule l'économie, paru aux éditions FIP. Sur ce plateau également, Paulin Demonton, bonjour. Bonjour Kevin. Vous êtes vous sur la vague de la location de voitures entre particuliers avec Drivey, anciennement Voiture Libre, site que vous avez lancé en 2010 et qui affiche 11 000 voitures en location et 150 000 inscrits. Vous cherchez en fait à activer les voitures qui dorment sur le trottoir, c'est ça? Exactement, on se dit que toutes ces voitures qui servent à seulement 5% du temps environ, peuvent être utilisées par d'autres personnes et donc on peut partir en week-end avec la voiture de son voisin grâce à Drivey. Très bien. Messieurs, l'enjeu de cette émission va être de voir comment réussir à percer et surtout à se démarquer sur un marché déjà bien pourvu. Une question que se posent notamment beaucoup d'entrepreneurs qui vont pouvoir poser leurs questions durant cette émission. Vincent, quand vous vous êtes lancé, vous, le financement participatif, on était au tout début. Est-ce que c'était quand même une chose qui allait se développer? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a fait peur d'être sur un marché en plein essor et qui allait forcément y avoir beaucoup de concurrents? Très clairement, lorsqu'on a écrit KissKissBankBank, il n'y avait pas de concurrent. Donc on ne s'est pas posé la problématique de la concurrence d'abord, on s'est plutôt posé la problématique d'être tout seul sur un marché, ce qui n'est jamais très bon signe. Il se trouve qu'au même moment, au moment où on a finalisé KissKiss, on a finalisé notre propre levée de fonds pour se lancer. Et là, évidemment, comme on n'est jamais le seul dans le monde à avoir une bonne idée au même moment, plusieurs plateformes du coup sont nées, notamment aux États-Unis, on les connaît, Indiegogo, Kickstarter, tout ça c'est sorti à peu près la même année. Et puis, du coup, on s'est lancé en France sans se poser clairement la question de la concurrence d'abord. Par contre, ensuite, évidemment, il y a plein d'acteurs qui se sont installés et donc la question reste la même aujourd'hui. Comment se démarquer de nos concurrents, même s'ils sont arrivés après nous, reste une vraie question à laquelle on réfléchit au quotidien. C'est ça, parce qu'on a en compte maintenant plus d'une trentaine de sites de crowdfunding. Alors, il y en a un peu pour tous les goûts. Il y en a pour les startups, pour les films, pour les livres, pour les projets humanitaires. Ulule, Spire, Reservoir Fund, Quickstarter, comme vous l'avez dit. Comment est-ce que vous avez choisi votre positionnement et est-ce que vous le faites évoluer en fonction de la concurrence ou comment est-ce que ça se passe tout ça, la stratégie? Nous, volontairement, on se voulait généraliste et ouvert exclusivement aux projets créatifs et innovants. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on estime que un réalisateur peut vivre à côté d'un peintre, qui peut vivre à côté d'un développeur d'appli, mais que grosso modo, pour tout ça vivre ensemble, il faut que ça reste dans une catégorie créative et innovante. D'autres plateformes ont choisi d'autres positionnements, mais ça, c'est le nôtre. Voilà. Après, derrière, notre logique à nous, c'est de penser différemment des autres. Et là où la plupart sont soit très verticales sur un segment, c'est-à-dire le film par exemple, ou sur d'autres comme Ulule qui vont rester uniquement sur le don contre don dans le crowdfunding. Nous, on est déjà en train de se diversifier sur les autres segments du crowdfunding, puisqu'on a monté une deuxième plateforme avec Hello Merci, qui s'appelle Hello Merci, qui est une plateforme de prêt entre particuliers. Et on montera une troisième plateforme en 2014, qui sera une plateforme où on pourra prêter à des entreprises contre rémunération. Donc notre logique à nous, elle est de se différencier au niveau positionnement, au niveau stratégie, et absolument pas d'essayer d'être meilleur que les autres. Ce qui nous intéresse, c'est d'être différent. D'accord.
Paulin, je disais dans une interview que vous disiez que créer une boîte, c'est une course de vitesse. En fait, le gagnant, ce n'est pas celui qui a eu l'idée le premier, mais c'est celui qui la met en place le plus vite. Est-ce que vous êtes toujours… C'était il y a 2-3 ans, est-ce que quand vous vous lanciez… Oui, je crois toujours très fermement à ça et qu'effectivement l'idée… nous, sur la location de voitures entre particuliers, on a été le premier pure player en France et quasiment dans le monde. Pareil, il y avait plusieurs idées qui arrivaient à maturité en même temps. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la vitesse à laquelle on va ensuite. Et justement, je pense que ça a été vraiment un avantage compétitif clé chez nous. C'est d'arriver à améliorer le produit très très vite, avoir des cycles d'amélioration très courts. Bon, c'est un thème qui est un peu connu dans le Lean Startup et tout, mais c'est en gros aller beaucoup plus vite. Et il ne suffit pas de le vouloir, il faut mettre en place les choses pour justement, il y a Laurent qui demande comment aller vite. Alors, vous me dites si je me trompe, mais vous avez commencé avec un site qui était archi simple et vous avez en fait fait des allers-retours avec votre communauté, vos utilisateurs et vous avez construit au fur et à mesure les fonctionnalités. C'est ça que, en gros… Oui, comment aller vite? Alors, il y a deux choses. Premièrement, ne pas se disperser en faisant des choses qui servent à rien. Donc, moi, par exemple, je suis toujours frappé. J'ai des contacts quasiment hebdomadaires avec beaucoup de gens qui se lancent. J'aime bien conseiller. Ouais. Et énormément d'entrepreneurs viennent me dire il faut qu'on fasse un partenariat. Et je leur dis mais il est où votre produit? Je ne sais pas, mais il y a des partenariats à faire. Donc, ça, typiquement, pour moi, c'est un peu une erreur de débutant. On ne fait pas des partenariats avant d'avoir sorti un produit. Donc, déjà, ne pas se disperser, ne pas aller à des tonnes de conférences, pas passer son temps à lire, s'occuper de son produit. Donc bon, ça c'est assez facile à faire et la chose plus difficile c'est faire en sorte que, en tout cas dans le monde de l'internet et du mobile, que la tech soit hyper solide. C'est-à-dire qu'il faut avoir un code bien bâti pour pouvoir le faire évoluer rapidement. Et donc ça, moi ça a été… Alors je ne suis pas du tout un ingénieur, je pense que j'ai compris au moins ce truc-là. Et comment vous avez fait du coup pour développer au tout début, vous avez fait appel à quelqu'un Donc au début c'était sous-traité, mais avec une relation très proche qui s'est bien passée où au début j'ai cassé tous les codes agent-client pour vraiment travailler sur Skype toute la journée et tout. Et puis j'ai mis longtemps à trouver la perle, on va dire, et au bout d'1 an et demi, je me suis associé avec Nicolas Mondolo, qui est le directeur technique, CTO, d'accord. Et voilà, et qui a donné vraiment de la réalité à tout ça. Ça vous parle aussi? Vous vous êtes un peu lancé sur le même… Nous, on était nettement moins bons dans nos choix. Nous, on est plutôt des communicants, les 3 fondateurs, soit artistiques, soit communication marketing. Et on a eu beaucoup de mal à trouver la perle rare justement pour pouvoir réintégrer le site chez nous qui a été développé en externe. On a assez mal conduit le projet de développement parce que c'est notre premier projet et clairement ce que je retiens de notre expérience c'est que notre grosse faiblesse d'entrée ça a été justement la conduite du projet techno à un tel point d'ailleurs qu'on a plié notre première version au bout de 6 mois pour en sortir une deuxième. Ah oui. Donc voilà, donc nous on a clairement été mauvais sur le sujet. Heureusement, là je te rejoins, comme on a vraiment fait partie des premiers, ce petit temps de retard là, de 6 mois n'a pas été fatal, mais assez clairement dans un autre contexte ça aurait pu être fatal. Justement, on revient sur le sujet, le marché très concurrentiel. Marie nous demande, est-ce que c'est un avantage de se lancer en premier? Tous les deux, vous êtes lancés pratiquement en premier. Je vais te donner un exemple, c'est un avantage. Oui, de toute façon, ça reste un avantage, mais je rejoins mon camarade de droite sur le sujet, c'est que c'est pas parce que vous lancez en premier que vous arrivez en premier. Maintenant, c'est toujours un avantage quand même de se lancer en premier. Pixou nous demande comment établir un business plan sans avoir de référence. Est-ce que vous avez fait un business plan au début? Alors, si je vais répondre, il ne faut pas faire de business plan, ça simplifie. Il faut le faire après. Qu'est-ce qu'on appelle des références en fait? Alors sans avoir des références, je pense que c'est au niveau du marché. C'est un marché qui, comme vous étiez les premiers, je ne pense pas avoir de marché. Vous, alors remarque, il y avait le marché traditionnel avec les ADA, Europcar, etc. Peut-être que vous avez regardé les chiffres ou non? C'était pas… Je les ai regardés, les gros chiffres généraux, mais on n'a pas passé beaucoup de temps là-dessus. Je citerai Steve Jobs, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent tant qu'on ne leur met pas sous les yeux. OSS 117 nous demande, souvent ceux qui gagnent sont ceux qui copient et profitent des erreurs des premiers. Alors est-ce que… Il n'y a pas d'adage là-dessus, on peut trouver des exemples dans les deux cas. Il y a des spécialistes, on les connaît, les frères Zammer en Allemagne qui font des copycats de sites qui sortent très très vite sur les marchés, qui marchent très bien. Pour autant, c'est une vision entrepreneuriale des choses qui est différente de personnes comme nous qui nous installons sur des marchés en tant que pionniers, ce qui veut dire qu'on a été… C'est pas prétentieux ce que je dis, mais visionnaire sur un certain nombre de points. Et du coup, en général, ça donne quand même un avantage certain. Et si on exécute bien derrière et qu'on franchit les étapes correctement, ça reste quand même un atout.
Est-ce que, juste pour élargir un peu la question, est-ce que vous faites évidemment de la veille concurrentielle? Est-ce que vous regardez ce que font les concurrents? J'imagine que oui, mais est-ce que vous vous inspirez des fois de ce qu'ils font? Vous dites, ah ben tiens, là ils ont une bonne idée, on va la copier, en toute franchise. Nous, en fait, on est toujours, on a toujours, comme on était les premiers et qu'on est les leaders d'assez loin, on copie beaucoup, mais on copie pas dans notre secteur. Donc, par exemple, on copie Airbnb pour ne pas les citer. Comme beaucoup d'entrepreneurs. Exactement, mais parce que c'est un exemple de design bien fait, et donc on regarde ça, et je peux citer comme ça 15 sites. Donc, on est en permanence en train de regarder ce que les autres font. Et après, nous, on est copié on est beaucoup copié, même copié-collé dans notre secteur. Donc, on a moins à manger. Et ça qu'est-ce qu'on fait face à des concurrents qui nous copient ou qui vraiment, on voit que là vraiment ils ont. Il faut aller de plus en plus vite. Il n'y a rien à faire. Enfin, je veux dire, on va pas s'amuser avec des avocats et tout. C'est quasiment indéfendable. Et quand ça l'est, c'est une perte de temps que d'aller vouloir. C'est plutôt bon signe quand on est copié. Tant que vous n'êtes pas copié, c'est que vous n'êtes pas une référence. Quand vous commencez à être copié, c'est que vous êtes référence, donc il faut le prendre tel quel. Après, derrière, il y a une marge entre s'inspirer et copier. Moi, j'essaie de regarder très peu la concurrence. Très peu. J'essaie de garder nos équipes sur une logique d'idées constamment originales et en rupture avec ce qui se fait. Et en essayant non pas d'être meilleur que les autres, mais d'être vraiment différent des autres. Et donc, du coup, plutôt que de s'inspirer de ce qui se fait, en général, quand on regarde ce qui se fait, du coup, on se dit, OK, sur cette base-là, puisque la tendance, c'est ça, alors comment on peut aller dans une autre direction et comment on peut faire différemment. Laurent nous demande, quel est le nom du concurrent que vous craignez le plus? On ne craint personne, véritablement. Souvent, les Européens ont peur des gros monstres américains comme Kickstarter. Je cite tel quel, mais il y a une telle différence entre leur marché et le nôtre qu'à partir du moment où les histoires de Kickstarter sur ces projets qui collectent des millions de dollars arrivent en France, mécaniquement ça pousse le marché vers le haut et en pédagogie et en notoriété. Donc du coup, moi, j'ai toujours pensé que la notoriété et les histoires autour de Kickstarter faisaient beaucoup bien à notre marché. Puis après, par définition, il n'y a personne à craindre. De toute façon, on ne joue jamais notre vie quand on monte une boîte. Il faut plus prendre ça comme un jeu, même si c'est un jeu important et il faut avancer sereinement, s'inspirer, partager. Mais craindre personne. Paulin, alors vous êtes, on est un peu en avance pour le coup en France sur le marché de la consommation collaborative. Est-ce que vous avez des concurrents à l'étranger ou des choses qui se font, qui vous intriguent? Eh bien, donc sur la location en tout cas de voitures entre particuliers, sans parler de toute la conso collaborative, il y a des sites qui sont nés un peu en même temps aux États-Unis, en Europe. Donc nous, on sait qu'on est leader d'assez loin en Europe par rapport aux US. On ne connaît pas notre position exactement, parce que les chiffres, évidemment, ne sont pas publics. Mais effectivement, ça foisonne de tous les côtés. Et pour une fois, effectivement, je pense qu'on est vraiment dans les tout premiers mondiaux. Guy nous demande, alors on va reparler justement sur le Lean Startup. Vous avez parlé de Lean Startup. Par quels moyens avez-vous obtenu les feedbacks de vos clients pour sans cesse vous améliorer? Alors comment est-ce qu'on fait pour recueillir justement les avis utilisateurs quand on se lance? Par fax. Je sais vous les pas appelez exactement. Alors c'est vrai qu'on les appelle. Là en ce moment, on les appelle. On appelle beaucoup les gens quand il y a des anomalies. On n'hésite pas à les appeler. On envoie des mails. On a aussi un peu des ambassadeurs ou des gens dont on sait qu'ils sont très impliqués dans le produit parce qu'eux-mêmes nous ont contactés. Et si on a un gros doute sur une feature, on ne va pas hésiter à leur demander leur avis, par exemple. Moi, je conseille des outils qui n'étaient pas très bons maintenant, mais qui commencent à se développer, dont j'ai oublié les noms d'ailleurs, qu'on n'a pas encore installé, mais qu'on va installer. Ce sont des boîtes de dialogue en chat, vidéo ou pas vidéo, qui sont hyper interactifs, qui permettent du coup de communiquer avec sa communauté très rapidement. Notamment chez nous, mettre les créateurs de projets entre eux ou les KissBankers avec les créateurs de projets liés avec le community management chez nous. Et du coup, ça permet d'avoir quand même une espèce de vidéo room ou de chat room comme ça, super opérationnel. Je ne me rappelle plus les noms de ces prestataires qui fonctionnent très bien, mais je vous les communiquerai ultérieurement. C'est pas Get Satisfaction, ce genre de boîte où on peut faire remonter des idées. Le nom ne dit rien comme ça, mais je vous communiquerai dans la journée les noms de ces deux services qui sont en réflexion chez nous. On mettra dans l'article de la vidéo. Marc nous demande comment trouvez-vous votre originalité? Alors je rebondis sur cette question parce que c'est marrant, sur Drivey, j'ai vu, alors dans tous les concurrents, il y a Buzzcar, il y a D-Ways, il y a 4 numéros 1 officiels qui se proclament comme ça. Et alors il y a MyCards qui est le numéro 1 pour la rémunération de loueurs, LiveUp qui est le numéro 1 de l'échange sans clé, WeCar qui est le premier site et vous qui êtes numéro 1 tout court. Est-ce qu'on voit bien, tout le monde essaye de trouver le petit truc qui fera qu'on est différent des autres? C'est ça le… Nous, on est numéro 1 sur tous les gros métriques que vous pouvez imaginer. Et les autres, il y en a un qui a dit
Ils étaient premiers, l'autre qu'ils ont... Mais est-ce que vous avez un positionnement? Est-ce que vous essayez de faire trouver une originalité par rapport aux concurrents ou est-ce que c'est quelque chose... Non, parce que quand on est premier sur la route, on ne conduit pas en regardant le rétroviseur, on regarde devant. Donc, nous, simplement, on essaye d'avoir le service, la plateforme, donc les applis mobiles qui marchent très fort et le site, les plus simples possibles. Les plus simples. Donc, on est vraiment, on adore tout ce qui est UX, faire quelque chose de simple qui marche bien. Et donc après, ce que font les autres, simplement ce que je peux dire, c'est que par rapport aux concurrents, il y en a qui axent ça, réseau social, qui font un peu, je trouve, de social washing. Moi, j'aime pas du tout ça. Je trouve que les gens viennent pour louer des voitures et après, ce qui se passe en plus, le fait qu'ils laissent des évaluations en disant qu'ils ont adoré, je considère que c'est la cerise sur le gâteau. Alors Ferdinand nous demande, il connaît très bien Drivey, puisqu'il dit pourquoi avoir changé de nom. Alors au début, vous appelez Voiture Libre, c'est pour l'international, j'imagine, non? Voilà, c'est pour l'international, c'était trop franco-français et c'était trop proche d'Autolib, donc il y avait de la confusion, à ce niveau-là. Ouais. Bouvard nous demande, vous arrive-t-il parfois de douter? Si oui, comment gérez-vous en ce cas-là afin d'éviter la paralysie? Si on ne doute pas, c'est qu'on n'avance pas. Donc les gens qui sont pleins de certitudes, en général, c'est les gens qui ont les deux pieds dans le même sabot et qui ne font pas grand-chose. Donc les doutes font partie de l'entrepreneur. Et le jour où vous n'avez plus de doutes sur votre projet, alors c'est qu'il faut en monter un autre. Donc du coup, après, il faut apprendre à vivre avec les doutes. Il faut éviter que les doutes se transforment en angoisse. Mais pour le coup, le doute, c'est obligatoire. C'est se remettre en cause soi, se remettre en cause son produit. Et donc, ça fait partie de la mécanique et du moteur de l'entrepreneur. Je fais une petite digression justement parce que vous avez créé votre première boîte à 17 ans, c'est ça? Ça ne s'est pas très bien passé, enfin, vous avez avoir reconnu des erreurs, etc. Est-ce que justement ça forge le caractère et ça forme justement pour cette nouvelle startup que vous avez créée là? Est-ce que vous avez repensé à ces erreurs de jeunesse? Oui, mécaniquement, ça reste dans votre ADN. Après, les erreurs, je pense qu'on se construit sur ces échecs. Les entrepreneurs qui réussissent du premier coup sont assez rares. Il y en a, mais c'est assez rare. Paulin. Moi, j'ai fait un autre projet juste avant. Ah oui, un site de covoiturage, c'est ça? Exactement. Et pour le coup, c'est vrai qu'en France, l'échec, c'est un peu tabou. Pour toutes les raisons. Bon, déjà, tout ce qui entoure l'entrepreneuriat est un peu tabou. Le succès, l'échec, l'argent, tout ça, c'est tabou. Et l'échec, ça l'est aussi sociologiquement chez nous, c'est un souci, mais on apprend de ces échecs. Et donc, chaque expérience dans laquelle on échoue, mécaniquement, si on arrive à s'inspirer de ces déboires, alors c'est des forces construites pour le futur. Martin nous demande sur quoi repose le partenariat entre Drivey et Blablacar? Beaucoup d'amitié. Oui. En fait, pour l'instant, il n'y a rien de très concret. On a un peu la tête dans le guidon, je pense, les deux boîtes sur notre croissance et il n'y a pas de Frédéric, vous avez aidé de membership unique ou de choses comme ça. Frédéric Mazzella, vous avez eu un mentoring ou un peu de... Oui, tout à fait, exactement. Exactement. On se connaît bien, on échange beaucoup et donc pour l'instant, c'est plus de l'ordre de la recommandation mutuelle de services qui sont complémentaires que de quelque chose qui est déjà opérationnel. Sébastien, quels sont vos conseils de lecture pour un jeune entrepreneur? Conseils de lecture. Alors déjà, moi je fais un peu de pub pour... Est-ce qu'il y a des livres qui vous ont marqué? Je ne sais pas, Sébastien demande... Alors, dans le secteur qui nous concerne, là, parce nous on se considère un peu comme la banque de l'économie collaborative, donc pour ce secteur-là en question, il y a 2-3 bibles, mais une qui ouvre complètement les chakras sur ce que l'économie doit être demain, c'est le bouquin de Rifkin, qui s'appelle La troisième révolution industrielle. Et après, pour les entrepreneurs qui s'intéressent à une vision un peu futuriste d'une entreprise où on recherche en même temps un impact social et une rentabilité, mais pas une rentabilité avant l'impact social, il y a le bouquin de Branson aussi qui vient de sortir qui s'appelle Forget Business as Usual, je crois, qui est juste une pure merveille. Donc, c'est deux bons bouquins. Voilà, un petit conseil lecture. Moi, j'aime énormément lire les biographies, mais pas forcément des biographies business. Donc, la biographie de Kessel, d'Einstein, de Clémenceau. Et je pense visionnaires un peu. Exactement, de gens qui ont eu des vies exceptionnelles et je trouve que ça galvanise quand même. Donc, déjà, moi en tout cas, j'adore ça. Je les avale très rapidement et je pense que pour un entrepreneur justement qui a besoin de l'électricité au début pour faire des choses difficiles pendant longtemps, un peu dans l'ombre, le fait de voir ces grands hommes, c'est utile. Alors il y a une question qu'on a abordée au tout début de l'émission sur la vitesse de développement. Il faut
quand on est premier, hein, il faut ne pas relâcher l'allure. La question évidemment, c'est de la levée de fonds. Vous avez tous les deux levé des fonds. Alors Vincent, 2 tours de table à 700 000 euros, ça à chaque fois. 2 fois 800. 2 fois 800. Comment est-ce que ça se passe, pareil, pour lever des fonds sur un marché? Est-ce que les fonds, en l'occurrence, vous ont dit « Ah là, vous avez un marché, il y a beaucoup de monde ». Est-ce qu'il n'y a pas eu des réticences de ce point de vue-là? Parce que la concurrence, elle est aussi de ce point de vue-là sur les… Toujours beaucoup plus facile de lever des fonds lorsqu'on a un marché qui est construit, dans lequel on arrive à se situer. Ouais, au contraire, mais pour autant, je crois qu'on a 2 exemples contradictoires. C'est-à-dire qu'on a levé des fonds nous, tout de suite. On a levé des fonds avant de sortir le produit, je crois, contrairement à vous. Mais, donc on a vraiment levé des fonds sur un slide PowerPoint et un tableau Excel dans lequel il y a 4 chiffres. Donc du coup, je pense que la levée de fonds, elle est quand même très proportionnelle à l'énergie avec laquelle vous défendez votre projet et l'équipe qui est en face, beaucoup plus que le produit lui-même. Ouais. Parce que très souvent, notamment les fonds qui sont spécialisés dans nos économies à nous, cherchent les perles rares et donc plutôt les gens qui sont visionnaires. Donc du coup, le marché ou le business plan, il n'a pas tellement d'importance. Ce qui compte, c'est votre croyance et l'équipe que vous mettez en face du leveur de fonds. C'est là-dessus qu'il faut bosser d'abord. Pour Drivey, alors vous avez levé dans le 2e tour de table 2 millions d'euros en septembre dernier. Est-ce que les investisseurs, pareil, vous ont dit, ah là, le marché, est-ce que ça les a rassurés d'avoir un marché où il y a plein de monde ou au contraire, ils se sont dit, est-ce qu'on fait le bon choix? Il y avait plein de monde, donc ils ont regardé chez qui il fallait investir et ils en ont conclu que c'était chez nous. Donc ils ont appelé tous nos concurrents et nous, on a pu choisir les… Ah d'accord. Ils benchmarkent tout le monde. C'est vous qui les avez contactés ou ça s'est fait… Qui a contacté les investisseurs? Qui a contacté qui? Alors ça dépend parce qu'en gros, pour finir avec un, il faut parler typiquement à 7 ou 8. Donc la plupart nous ont contactés. Il y en a d'autres qu'on a contactés. Nous, moi, j'avais fait 2 mini-levées avant parce que j'étais tout seul et que donc c'était des toutes petites levées. Et donc, on avait déjà un produit avant cette grosse levée. Et donc, du coup, on était déjà forcément dans l'économie collaborative, ça explosait. Donc, on était dans le radar. Donc, le problème de contacter, c'est quand même un petit milieu. Donc, quand on a déjà un truc qui marche, qui appelle qui le premier, c'est pas vraiment la question. Laurent nous demande, face à la concurrence, avez-vous eu des pertes de chiffre d'affaires? Alors, est-ce que vous avez senti l'arrivée des concurrents au fur et à mesure? Pour nous, non. Je pense qu'à chaque fois qu'il y a un acteur qui rentre sur le marché, ça profite d'abord à KissKissBankBank. Ah oui? Oui, parce que on est vraiment sur un marché qui est tout neuf quand même, sur le crowdfunding. Si vous sortez dans la rue aujourd'hui, vous prenez 10 personnes, personne ne connaît encore le financement participatif. Alors dans les sphères créatives, oui, dans les sphères entrepreneuriales, oui, mais ce n'est pas encore mainstream. C'est en train de le devenir, mais ça ne l'est pas encore. Donc ça veut dire qu'il faut prêcher la bonne parole. Et dans une phase où on est vraiment en phase de pédagogique, en phase de wesh-wesh et de prêchi-prêcha, plus l'acteur et mieux c'est. Donc encore une fois, je n'ai pas aucun souci à ce que des dizaines ou en tout cas autant d'acteurs que possible s'installent sur le marché. Pour la même question. C'est exactement la même chose. Quand il y a 10 boîtes qui communiquent, qui essayent de communiquer à la presse, ça fait plus de bruit que quand il y en a une seule. C'est la bataille des mots-clés aussi après, non? Je me dis sur Google, etc. Enfin, il n'y a pas de… je pense c'est naturel. Comme tout secteur, le référencement naturel est un sujet qui doit, à mon avis, pas prendre trop de place dans le quotidien de l'entreprise, mais c'est sûr que ça a un impact. C'est un impact quand tu deviens mainstream. Sur la phase d'avant, ça n'a pas d'impact. Ouais. Très clairement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne ne se lève le matin en disant tiens, je vais taper crowdfunding ou je vais taper financement participatif. Il y en a, mais si peu que pas. Donc du coup, ce qui compte dans cette première phase, c'est arriver à faire de la pédagogie en direct et à faire en sorte que votre vision soit comprise. Alors, il reste 5 grosses minutes. On va essayer de répondre à toutes les questions, donc on va essayer d'aller un peu plus vite. Bernard, quel est le taux de réussite moyen des projets sur KissKissBankBank? Alors, on a dit 58%. 58%, donc plus d'1 sur 2. Guillaume rigole, nous dit, est-ce qu'il y a un lien familial avec Thierry Ardisson? Non, il n'y a pas de lien familial avec Thierry Ardisson. Eric, est-ce que vous mettez des projets en avant sur KissKissBankBank qui vous tiennent à cœur? Oui, on a une sélection qui est complètement subjective, des projets qu'on aime, nous. Et c'est complètement assumé, à la fois sur la homepage et à la fois sur Facebook. On ne met en avant que les projets qu'on kiffe. C'est comme ça. Combien de projets sur KissKissBankBank? Alors je l'ai dit en introduction. On en a reçu 14 500 depuis le début et on en a mis 4 200 en ligne. Quelle importance accordez-vous au design au sein de vos sociétés? Alors là, peut-être plus pour Paulin aussi. À nous, c'est crucial. C'est absolument crucial. Ouais. On a un excellent designer, Kevin, et on passe beaucoup de temps là-dessus. En fait, moi, c'est pas mon métier. Mon associé, c'est un ingénieur, mais on est tous les deux aussi très sensibles à ça. Donc, grosse place. KissKissBankBank aussi, vous donnez un… Oui, mais clairement, ça reste quand même notre faiblesse chez nous. C'est-à-dire qu'on a des très bons techs. Maintenant, on a 2 techs sur Hello Merci et 2 techs sur KissKiss. Et on est en train de rechercher un très très bon web designer.
Quelqu'un nous demande des vues à l'international. Alors, parce qu'évidemment, hein, le développement, ça se fait en France, mais il y a un moment donné où le marché devient trop petit. Est-ce que vous avez des vues on va commencer par vous, Vincent. Oui, clairement, on a traduit le site en anglais en mars. On sera en hollandais dans 2 ou 3 semaines. On sera italien, portugais, allemand avant la fin de l'année. Et vers le mois de mars, on sera coréen, japonais et vietnamien. Et est-ce qu'il y a, parce que là c'est la question de la traduction, mais est-ce qu'il y a des filiales ou en tout cas des développements Benelux, vous me parliez au tout début? Filiales non, mais en tout cas des antennes, soit sous forme de franchise, soit sous forme de licence. Ouais. Et notamment avec la première qu'on lance dans pas tellement longtemps, fin d'année max au Benelux pour couvrir à la fois la francophonie évidemment dans le Benelux, mais surtout le marché flamand. Même question, Paulin, des vues à l'international? Des vues, oui, mais il n'y a rien d'immédiat, donc on est en train d'y réfléchir. Guy nous demande quels sont les indicateurs de performance que vous suivez au quotidien. Alors, est-ce que vous êtes dopé par les chiffres comme beaucoup d'entrepreneurs? Ouais. Tous les matins, vous regardez… Clairement, nous, le seul métrique qui compte vraiment, c'est le nombre de projets qui sont déposés sur la plateforme. Pourquoi? Parce que chaque créateur de projet génère de l'énergie autour de sa collecte de fonds. Ouais. Et donc, plus il y a de projets, plus il y a de case bankers et donc plus il y a de volume. Donc, c'est vraiment le métrique sur lequel on travaille le plus, c'est celui-ci. Voilà. Nous, c'est autour du triptyque acquisition, conversion, rétention. Donc dans chaque catégorie, donc acquisition, nouveaux membres, nouvelles voitures, conversion, combien de ceux qui cherchent trouvent, et rétention, combien est-ce qu'il y en a qui partent. Regardez les analyses de cohorte, combien est-ce qu'il reste de… D'accord, ça prend beaucoup de temps ça de votre journée, enfin, c'est quelque chose auquel vous attachez beaucoup d'importance? Justement, on a développé, dans notre back-office, on a un dashboard de statistiques assez sophistiqué et donc on les regarde très souvent et je pense que ça vaut le coup d'investir du temps pour avoir les bonnes métriques. Toujours les feedbacks. C'est sur le sujet que chez nous on est complètement transparent. Toutes les métriques et toutes les stats de KissKissBankBank sont en ligne et elles sont dans notre footer, dans l'onglet statistiques. Aurélien, pourquoi ne pas mettre de pub sur vos sites? Par principe. Ouais. Moi j'ai vendu de la pub toute ma vie et je ne vends pas sur mes sites. Pour une question d'esthétique aussi peut-être, non? Non, pour nous c'est juste, la pub ça fait des petits revenus. Hein. Les sites qui arrivent à vivre de la pub, c'est les sites d'information où on vient consommer du contenu et donc qui peuvent atteindre un nombre de visiteurs énorme. Pour des plateformes comme les nôtres, les visites, c'est pas énorme. Donc ça gagnerait quelques milliers d'euros pour du boulot en plus. Il faut les gérer, les pubs. Il faut les intégrer dans le design, etc. Donc ça coûterait plus cher que ça ne rapporterait. On n'est pas des sites d'audience en général, sites dans l'économie collaborative. Donc le display n'a pas de sens. Par contre, nous, on travaille beaucoup sur les partenariats. Ce qu'on appelle les mentors chez nous. Et on a beaucoup de mentors. La Banque Postale, Samsung, Kappa, MK2, Le Monde. Et en gros, ça se concrétise par quel… C'est des mentors qui viennent aider les projets au sens large, donc soit en les finançant ou en les cofinançant, soit en leur donnant de la visibilité, soit en les diffusant par exemple derrière. Donc on a, pour le coup, c'est moi qui gère ça et ça me prend beaucoup de temps. Donc on est vraiment dans une logique plus de partenariat que de pub et sincèrement, je ne pense pas que ça changera un jour. Sur un marché très concurrentiel aussi, il y a évidemment la question de la concentration. À un moment donné, hein, c'est l'histoire de tout type de marché. Est-ce que vous pensez à des rachats d'entreprises? Alors, je pense notamment à Octopus et Ulule qui ont fusionné. Ouais. Est-ce que c'est des choses auxquelles vous croyez, le rachat d'entreprises? Alors, peut-être pas maintenant, mais… Oui, irrémédiablement, le marché va se concentrer à un moment donné. Il y a plus de 1000 plateformes dans le monde maintenant de crowdfunding et il y en a qui poussent tous les jours. Donc oui, il va y avoir une concentration. Mais pas de projet à court terme de rachat? Non, nous pour l'instant, on a une croissance organique qui nous suffit. On regarde tout ce qui se fait, mais on va dire que pour nous, c'est pas stratégique. D'accord. Paulin, même question? Les rachats, c'est du pragmatisme. Il n'y a pas de règles. C'est quand il y a une bonne opportunité au bon prix, c'est intéressant. Et s'il n'y en a pas, donc pour l'instant, il n'y en a pas aujourd'hui. Et est-ce que vous n'avez pas peur, dans votre cas précisément, du lobbying Alors, c'est une question qu'on a dû souvent vous poser, hein, des acteurs traditionnels comme ADA, comme Maersk, comme Europcar, etc. J'en passe. Qui au final, c'est un peu comme Airbnb, hein, les hôteliers font la fronde contre ce site. Les plus malins, ils ont compris que nous, on est vraiment en train de créer un marché. En fait, on boxe dans le même camp que les loueurs pro parce que aujourd'hui, la base, c'est chacun sa bagnole et nous et les loueurs pro, on dit ah oui, mais il y a une autre méthode, c'est de ne pas avoir de voiture et d'en prendre une où on veut, de la bonne forme, etc. Et donc, il y en a quand même qui ont compris ça. Il y a beaucoup de loueurs qui nous contactent pour faire des partenariats. Et puis, il y en a qui se plaignent aussi. Mais je pense que de toute façon, ils n'ont pas le choix et que ça marchera. Alors, il nous reste 2 minutes. On va peut-être finir par la question de Fred, Startup, qui nous demande la question classique. Quel conseil donneriez-vous à un entrepreneur qui lance sa startup? S'il fallait retenir un conseil. C'est dur, il y en a beaucoup, mais…
Le premier conseil, c'est de penser à sa vision, son produit, sans trop réfléchir à un business plan et à un modèle économique. Partir. Se lancer. Doing is better than perfect, c'est ce qu'on dit. Et Paulin, même. Moi, ce serait ne pas se disperser. Il faut faire extrêmement attention à son temps. Il faut pas accepter des tas de choses dans tous les sens. Il faut arriver à se concentrer sur une chose. Ça va un peu dans le même sens, focus. Ok, merci à vous en tout cas messieurs de vous être livrés dans cette émission. Bon aménagement, Paulin, dans vos nouveaux locaux, c'est tout récent. À quand la crémaillère, ça on le sait. En septembre, je pense. Bon vent Vincent, et je rappelle d'ailleurs votre livre Crowdfunding, le financement participatif bouscule l'économie aux éditions FIP. La semaine prochaine, Decider TV et Startup surtout reçoit Olivier Mathieu de Price Minister et Elena Agege de la marque de ballerines Chouette. On verra comment convaincre un investisseur de financer sa startup. On a déjà un peu parlé de ce sujet-là aujourd'hui. Bon appétit, bonne journée et très bonne semaine.